Bonjour chers amis et bienvenue à cette série de vidéos portant sur la formation CCNA. Nous avons donc déjà fini avec le protocole EIGP. Passons à présent au protocole OSPF qui est un protocole à état de lien. Je suis Binele Abana Alphonse, CCIE Enterprise Infrastructure. Notre présentation portera autour des points suivants: le diagramme de réseau que nous présenterons, les caractéristiques du protocole OSPF, le protocole OSPF et les différents Link State Advertisement, OSPF et les types de paquets, OSPF et les paquets Hello, la formation d'une adjacence OSPF, les tables du protocole OSPF, les types de médias et OSPF, OSPF et le concept de multi-zone, les types de routeurs OSPF, les types de Link State Advertisement d'OSPF multi-zone, et puis une configuration de base d'OSPF. Alors voici, sans toutefois tarder, le diagramme réseau. Donc le diagramme réseau que nous utilisons ici est constitué donc de 3 zones que nous verrons à quoi ça, en fait, ce que c'est tout à l'heure. Donc la zone backbone ou la zone principale, et puis nous avons la zone 10 et la zone ID 20. Donc, et puis nous avons donc cette architecture là que nous aurons donc à utiliser pendant toute la suite. Alors, voyons donc déjà d'abord les caractéristiques du protocole OSPF. Donc OSPF donc est un protocole de routage à état de lien, dont chaque routeur aura des informations de topologie complète. Donc OSPF divise le réseau en groupes logiques de routeurs appelés donc zones. Et puis dans cette vidéo, donc, nous nous concentrons sur une seule zone, mais sachez que OSPF gère plusieurs zones. Alors tout comme EIGP, OSPF utilise également des messages Hello pour découvrir les voisins et former des relations de voisinage. En réalité, c'est une caractéristique propre au protocole à état de lien. C'est ça qu'on appelle état de lien. État de lien, ça veut dire j'établis d'abord un lien avec mon voisin avant de pouvoir échanger les informations de routage. Donc EIGP a juste, comment dire, a juste importé cette caractéristique de protocole de routage à état de lien. EIGP a juste importé cette caractéristique qui est propre au protocole de routage à état de lien. Donc OSPF utilise les adresses multicast 224.0.0.0.5 et 224.0.0.0.6 pour communiquer avec ses voisins. Nous verrons comment, pourquoi ces deux interfaces et comment ils sont, pourquoi ces deux adresses et comment elles sont utilisées. Donc, chaque routeur dispose d'informations de topologie complète du réseau et peut donc s'adapter rapidement à des changements alternatifs. Nous verrons comment cela se passe par la suite. Donc, si la route principale dans la table de routage est perdue, le routeur va recalculer immédiatement un chemin alternatif sans consulter son voisin parce qu'il a déjà une vue complète du réseau. Et OSPF, comme tous les autres protocoles de routage, prend en charge l'equal cost load balancing, dans la répartition de charges à travers les différentes routes ayant la même métrique. Voilà, donc comme autre caractéristique que nous pouvons voir, c'est que OSPF prend en charge la validation des voisins en utilisant l'authentification à l'aide de textes clairs et de clés basées sur MD5. Nous avons vu également cela, que c'est possible avec EIGP. Donc l'authentification garantit que les routes reçues par le routeur proviennent de sources ou de routeurs de confiance. Donc c'est pour pouvoir apporter la sécurité à OSPF afin de s'assurer que des personnes malveillantes ne pourraient pas s'introduire dans le réseau afin de faire un détour de trafic lorsque les adjacences sont déjà formées. Donc OSPF prend également en charge la synthèse de route, mais sauf cette fois-ci, elle ne se fait pas automatiquement comme dans les protocoles à vecteur de distance. Donc là, c'est manuel, c'est l'administrateur qui va définir cette synthèse de route-là. Donc, la synthèse donc vous permet d'envoyer une route de synthèse pour représenter un groupe de routes
vous permettant donc de réduire la taille de routage. OSPF annonce le réseau avec son masque réseau, donc ce qui fait que c'est un protocole de routage sans classe. Donc voilà, donc ça n'annonce pas le réseau sans son masque. Voilà, il faut que ça, donc ça doit annoncer le réseau avec le masque. Donc c'est pour ça qu'on appelle protocole de routage sans classe, comme le protocole RIP version 2 et EIGP également. OSPF envoie des informations sur tous les liens directement connectés à son voisin. Donc tous les liens directement connectés à son voisin. Donc OSPF va donc envoyer les informations sur tous les liens directement connectés sur lui vers son voisin. Donc lorsque une adjacence OSPF est déjà établie, le routeur va envoyer à ce voisin-là tous les réseaux qui lui sont directement connectés. Donc les mises à jour sont acquittées, comme nous le verrons plus tard. Donc tout comme EIGP, OSPF n'envoie pas la table de routage complète. Donc les paquets Hello sont utilisés comme Keep Alive pour pouvoir maintenir la relation de voisinage. Donc OSPF ne va pas envoyer toute la table de routage. Voilà, il n'envoie pas la table de routage. C'est chacun qui va établir sa table de routage, en fait, sur la base des informations de topologie du réseau reçu. Alors, nous avons donc maintenant une autre caractéristique de OSPF qui concerne donc la minuterie. Donc les minuteurs sont utilisés par OSPF pour garantir donc son bon fonctionnement. Nous avons deux minuteurs. Nous avons le minuteur Hello qui est donc utilisé pour pouvoir établir donc une relation de voisinage. Donc une fois que le voisinage, une fois que les voisins OSPF sont établis, une relation de voisinage. Une fois que les voisins OSPF ont établi une relation de voisinage et échangé les informations sur le réseau, ils vont continuer donc à envoyer les paquets Hello pour informer le voisin qu'ils sont toujours actifs et que les routes sont toujours valides. Donc, c'est pour ça que le Hello Timer donc, est maintenu de telle sorte que chaque 10 secondes, par défaut bien sûr, il puisse être envoyé à tous les voisins d'un routeur OSPF. Ensuite, nous avons le temporisateur DET ou alors le DET Timer. Là, c'est si un routeur ne répond pas, en fait, ne reçoit pas les paquets Hello pendant ce timer-là, cet intervalle de temps-là, qui par défaut peut être de 40 secondes. Donc, si un routeur ne reçoit pas ces paquets Hello là pendant 40 secondes, par défaut, par exemple, il va considérer que son voisin est en panne et va donc supprimer toutes les routes liées à ce voisin-là. Voyons donc à présent, comme autre caractéristique, les métriques OSPF. Donc, OSPF utilise une métrique de coût. Donc, par défaut, le coût est calculé en fonction de la bande passante de l'interface logique. Donc, la formule de calcul de la métrique OSPF est donc la suivante. Bande passante de référence divisée par la bande passante de l'interface. Et puis, si c'est un chemin, on va faire la somme des bandes passantes des interfaces sur le chemin. Donc, la bande passante de référence ici est de 10 millions, 100 millions, autant pour moi. Et donc, c'est donc en bits par seconde. Donc, en utilisant cette bande passante de référence, par défaut, les interfaces face Ethernet qui ont une vitesse de 100 mégabits par seconde, 1 giga Ethernet et 10 giga Ethernet auront le même coût. Et ça, c'est pas une bonne chose. Donc, si nous ne faisons rien, ces interfaces, ces différentes interfaces-là auront un même coût et cela va fausser donc notre calcul du chemin optimal. Donc, pour les interfaces donc plus rapides que l'interface face Ethernet, il est nécessaire donc de modifier la bande passante de référence dans tous les routeurs du domaine à une valeur donc plus élevée. Voilà, donc, et cela se fait donc en utilisant la commande AutoCost Reference Bandwidth Value, donc où la valeur qu'on précise là est bien sûr en mégabits par seconde. Donc, voyons concrètement comment le calcul de coût
pourrait s'effectuer sur un scénario précis. Donc, si nous prenons le scénario de notre diagramme que nous avons vu au départ là, donc ce diagramme-ci là, pardon, on s'intéresse à calculer dans la métrique au niveau du routeur R1 pour le réseau 10.0.11.0/24 à travers donc le chemin via R7 et via R2. Donc nous sommes sur R1 et on s'intéresse au réseau, donc on veut atteindre le réseau 10.0.11.0/24 à travers le chemin R7 et R2 qui sont les voisins directs de R1. Alors, ce calcul, donc, si nous le faisons d'abord via le réseau R2, nous voyons que via le réseau R2, R1, pour atteindre R2, et nous avons d'abord l'interface série entre R1 et R2, dont nous avons 100 millions divisé par la bande passante de l'interface série qui est 1 544 000. Ensuite, nous avons l'interface face Ethernet, l'interface Ethernet dont la bande passante est de 10 millions, dont nous faisons 100 millions divisé par 10 millions. Ensuite, nous avons l'interface Ethernet encore entre R7 et le switch 1, donc ça va faire 100 millions divisé par 10 millions. Ensuite, nous avons encore l'interface face Ethernet entre le switch 1 et le routeur R5, donc ça va faire 100 millions divisé par 10 millions. Et enfin, nous avons l'interface série entre R5 et R10, donc ça va faire 100 millions divisé par 1 544 000, ça fait cela. Et puis donc, on peut calculer, ça fait 64 plus 10, plus 10, plus 10, plus 64, ça fait 158. Donc, nous voyons que via R2, via ce chemin, le coût est de 158. Maintenant, si nous prenons via R7, nous voyons que entre R1 et R7, nous avons une interface série. Donc, nous avons 100 millions divisé par 1 544 000. Ensuite, nous avons une interface face Ethernet, donc 100 millions divisé par 10 millions. Ensuite, nous avons une interface face Ethernet entre le switch 1 et R5, donc 100 millions divisé par 10 millions. Et enfin, nous avons une interface série entre R5 et R10, donc nous avons 100 millions divisé par 1 544 000. Donc, ça fait donc en tout 64 plus 10 plus 10 plus 64 plus 148. Nous nous rendons donc compte que nous avons un coût de 148. Au vu donc de ces deux calculs, le routeur R1 va choisir le chemin via R7 parce qu'il a un meilleur coût qui est inférieur au coût via R2 qui est de 158. Voyons cela encore au niveau de R2, un autre scénario, toujours avec notre diagramme réseau. Comment est-ce que le routeur R2, par exemple, va choisir son meilleur chemin vers le même réseau 10.0.11.0/24 qui est logé au niveau du routeur R10. Donc, si nous reprenons le même calcul, mais cette fois-ci en le faisant au niveau du routeur R2 qui a, pour aller vers R10, il a deux possibilités, vers R7 ou alors vers R1. Donc, nous allons commencer le calcul via R1. Donc, nous avons entre R2 et R1 une interface série. Donc, ça fait 10 millions divisé par 1 544 000 plus entre R1 et R7 une interface série encore. Bon, nous avons en fait ici le calcul est on a commencé par la fin, donc commençons donc par la fin. Donc nous avons une interface série entre R10 et R5, donc 10 millions divisé par 1 544 000. Ensuite nous avons une interface face Ethernet entre R5 et switch 1, ça fait 100 millions divisé par 10 millions. Ensuite nous avons une interface face Ethernet entre R7 et switch 1, donc ça fait 100 millions divisé par 10 millions. Ensuite, nous avons une interface série entre R7 et R1, ça fait 100 millions divisé par 544. Ensuite, nous avons une interface série entre R1 et R2, ça fait 100 millions divisé par 1 544 000.
En faisant donc le calcul, ça fait 64 plus 10 plus 10 plus 64 plus 64, soit 212. Ensuite, si nous prenons le chemin via R7, nous avons donc via R7, nous avons toujours au départ là, donc entre R10 et R5, face Ethernet, donc interface série, donc ça voudrait dire qu'on a 100 millions divisé par 1 544 000. Ensuite, interface face Ethernet, 100 millions divisé par 10 millions. Ensuite, interface face Ethernet encore, 100 millions divisé par 10 millions. Et enfin, interface Ethernet encore entre R7 et R2, 100 millions divisé par 10 millions. Le tout fait donc 64 plus 10 plus 10 plus 10, soit 94. Alors, au vu donc de R2, R2 va choisir le chemin via R7 au lieu de choisir le chemin via R1 parce que le coût vers R7 est meilleur par rapport au coût vers R1. Voilà donc comment le calcul de la métrique s'effectue. Nous allons donc poursuivre avec les types de link state, donc OSPF et ce qu'on appelle les link state advertisement, qui sont donc les éléments utilisés pour pouvoir échanger les différentes routes. Alors, OSPF annonce donc les link state advertisement qui contiennent l'état du lien et la métrique du lien au routeur voisin. Voilà, donc les link state advertisement vont contenir l'état du lien et la métrique du lien au routeur voisin. Donc, les link state advertisement reçus sont stockés dans une base de données locale appelée donc la base de données d'état des liens ou link state database. Donc, ils annoncent donc les informations d'état des liens au routeur voisin exactement comme le routeur d'origine les a annoncés. Donc, les link state advertisement contiennent les informations de routage exactement comme le routeur d'origine a annoncé. Chaque routeur voisin va juste les relayer aux différents autres routeurs tels que ils ont été générés par le routeur originaire. Donc ce processus inonde les link state advertisement dans tout le domaine de routage OSPF exactement comme le routeur d'origine l'a annoncé. Donc tous les routeurs OSPF conservent donc une copie identique synchronisée de la link state advertisement database. Donc, ça veut dire que dans un domaine OSPF, dans une zone OSPF, donc, tous les routeurs vont avoir la même base de données link state advertisement. C'est vraiment assez puissant cela. Donc, plus encore, OSPF va construire la topologie donc au-dessus des liens IPv4, donc de sorte que les préfixes réseau sont interprétés comme des nœuds. Donc nos différents préfixes réseau ici, une fois que nous avons la carte complète du réseau, les différents préfixes vont donc représenter nos nœuds dans le réseau, donc puisqu'ils sont au-dessus des liens, ils sont établis au-dessus des liens IPv4. Donc nous avons donc un graphe où les nœuds représentent les préfixes réseau et on peut donc appliquer les différents algorithmes. Par exemple, en l'occurrence, l'algorithme SPF que nous allons voir plus tard. Donc, les link state advertisement donc sont extrêmement importants dans le processus d'échange des informations, vu que la link state database va fournir la topologie du réseau en fournissant une carte complète du réseau au routeur. Donc, tous les routeurs OSPF exécutent l'algorithme de Dijkstra Shortest Path First pour construire donc une topologie des chemins les plus courts sans avoir de boucle. Donc, OSPF détecte dynamiquement les changements de topologie au sein du réseau et va calculer les chemins sans boucle dans un court laps de temps avec un trafic de protocole de routage minimal. Donc, OSPF, lorsque une route n'existe plus, peut-être un chemin, une route a été est désormais inaccessible, OSPF, dans le routeur en question, va juste chercher rapidement à recalculer l'algorithme Shortest Path First sans consulter les voisins et va
donc sur cette base-là, déterminer le nouveau chemin optimal. Donc, nous voyons que le temps de convergence est assez élevé. Donc, chaque routeur se considère comme la racine ou le sommet de l'arborescence du shortest path first. Donc, et le shortest path first donc, contient toutes les destinations réseau dans le domaine OSPF. Donc, cet algorithme sera différent pour chaque routeur OSPF. Le shortest path tree contient donc toutes les destinations réseau dans le domaine. Donc, l'arborescence sera différente pour chaque routeur OSPF. Mais le link state database utilisé pour calculer l'arborescence est identique pour tous les routeurs OSPF. Voilà. Donc, la base de données utilisée pour calculer l'arborescence pour chaque routeur sera la même base de données. Mais pour chaque routeur, l'arborescence sera différente parce que, bien sûr, la racine de l'arborescence, c'est le routeur considéré. Donc, voyons à présent quelques types de paquets de OSPF, quelques types de paquets de OSPF. Donc, nous avons d'abord le paquet Hello que nous avons déjà tant parlé. Donc, le paquet Hello, et donc les paquets Hello sont envoyés périodiquement sur toutes les interfaces OSPF pour découvrir de nouveaux voisins et aussi pour s'assurer que les autres voisins sont toujours en ligne. Donc, sur toutes les interfaces où OSPF est activé, retenez bien, toutes les interfaces. Donc, ça veut dire que si sur une interface, on a configuré OSPF, cette interface va envoyer les paquets Hello. Donc, ça, c'est une notion extrêmement importante. Donc, la database description, donc, c'est un paquet. Donc, ce sont les paquets donc, qui résument le contenu de la base de données. Donc, les paquets sont échangés donc, quand une adjacence OSPF est formée pour la première fois. Donc, lorsqu'une adjacence OSPF est formée pour la première fois, les paquets database description seront envoyés. Ils sont utilisés pour décrire dans les contenus de la base de données d'état de lien, dans le link state database. Ensuite, nous avons les paquets link state request qui sont utilisés pour le téléchargement de la base de données. Donc, quand un routeur pense qu'une partie de la link state database manque ou alors est périmée, alors il peut demander une portion de la base de données de son voisin avec ce type de paquet. Donc, le link state request, c'est pour compléter dans la base de données link state database si elle est incomplète. Et puis, le link state update sera donc une réponse au link state request en spécifiant donc les différentes informations manquantes dans le link state database. Ensuite, nous avons le paquet link state acknowledge qui sont dans les paquets envoyés en réponse à la circulation des link state advertisements. Donc, donc ils assurent ainsi un transport fiable de link state advertisement. Donc, lorsque un routeur reçoit en réponse le link state advertisement, il va répondre par un acquittement, donc qui est le link state acknowledge. Donc, pour terminer dans cette partie sur les paquets, les types de paquets OSPF, nous allons un peu insister sur les paquets Hello. Donc, les paquets Hello sont responsables de la découverte et de la maintenance des voisins. Donc, dans la plupart des cas, le routeur donc, va envoyer des paquets Hello à l'adresse all shortest path first router, donc tous les routeurs qui peuvent exécuter l'algorithme shortest path first. Donc, et tous ces routeurs là appartiennent au groupe multicast 224.0.0.5. Et voici donc quelques données contenues dans un paquet Hello. Nous avons le router ID qui est extrêmement important, qui est un identifiant de 32 bits unique dans le domaine OSPF. Nous avons l'authentification, le type d'authentification, bien authentification option, qui permet donc la communication sécurisée entre les routeurs OSPF pour empêcher toute activité malveillante. Nous avons le router ID, donc qui est dans la zone OSPF à laquelle l'interface réseau appartient. Nous avons le masque d'adresse de l'interface réseau, qui est dans le masque d'adresse de IP primaire, l'adresse IP primaire de l'interface réseau, à partir de laquelle le paquet est envoyé. Nous avons la priorité de l'interface qui est utilisée donc pour pouvoir déterminer l'élection du designated router que nous allons voir plus tard.
Nous avons le hello interval qui est donc l'intervalle de temps en secondes pendant lequel un routeur envoie les paquets hello sur l'interface. Nous avons le date interval qui est l'intervalle de temps en secondes pendant lequel le routeur attendra de recevoir donc un paquet hello d'un routeur voisin avant de le déclarer hors service. Et puis nous avons le designated router ou backup et backup designated router qui est donc l'adresse IP, donc l'adresse IP du designated router et l'adresse IP du backup designated router sur ce segment là. Et puis nous avons les voisins actifs, active neighbor, qui est la liste des voisins OSPF vue du segment. Donc ils doivent donc avoir reçu un paquet hello du voisin avant le date interval. Donc voilà les paramètres donc contenus dans le message hello. Et c'est d'ailleurs pourquoi lorsqu'un routeur va recevoir un paquet hello, il va vérifier si certains éléments correspondent avant que l'adjacence ne se forme. Les éléments qu'il va vérifier, c'est premièrement si les routers ID sont différents, deuxièmement si l'authentification, les paramètres d'authentification correspondent, troisièmement si l'ID de la zone correspond, quatrièmement si nous sommes dans un réseau broadcast, donc par exemple le réseau Ethernet, il va vérifier si le masque d'interface de l'interface réseau est le même pour les deux voisins sur cette interface là. Et puis il va vérifier les deux timers hello interval et date interval s'ils correspondent. S'ils ne correspondent pas, l'adjacence ne pourra pas être établie. Voilà, donc tous ces paramètres là sont vérifiés. Et puis il y a un autre paramètre que nous verrons plus tard qui est donc vérifié. Donc voilà en ce qui concerne donc les types de paquets OSPF. Voyons à présent comment la formation d'adjacence s'effectue au niveau de OSPF. Alors, donc pour la formation d'adjacence, la première étape, si nous avons par exemple ce réseau-ci là, R1 qui est connecté au routeur R2. Donc la première étape, c'est que le routeur R1 va envoyer un paquet hello, à son voisin qui est R2, son potentiel voisin. Et R1 n'a pas détecté un paquet hello OSPF d'un autre routeur. C'est pour ça que lorsque vous regardez au niveau au niveau de backup designated router, il n'y a rien. Au niveau il n'y a pas de active neighbors. Donc voilà, c'est vraiment le premier paquet. Il n'a pas reçu de paquet hello et lui-même il envoie donc un paquet hello à R2. Et là nous avons le type de paquet hello et hello packet. Une fois que le routeur R1 va envoyer donc le paquet hello au routeur R2, le routeur R2 lui aussi va envoyer un paquet hello au routeur R1, mais sauf que comme le routeur R2 a déjà reçu le paquet hello d'un de ses voisins, il va mettre active neighbors, il va mettre le routeur R1 dans active neighbors donc, et puis va également envoyer donc le paquet hello à R2. Pour le moment rien ne se passe, tout est clair, et puis on va continuer donc ce qui va donc se passer par la suite à la troisième étape. R1 et R2 vont donc vérifier deux types de paramètres, donc en fait vont tous vérifier les paramètres que nous avons cités précédemment, si ces paramètres là correspondent. Rappelons que ces paramètres là, vous pouvez les voir ici, les différents paramètres OSPF que le paquet hello contient. Nous avons vu par exemple ici l'ID de la zone, l'option d'authentification, les informations d'authentification, voilà, et puis le masque réseau, voilà, et bien d'autres informations que vous pouvez donc retrouver au niveau de OSPF. Donc nous avons le router ID. Voilà, donc toutes ces informations là, il y a donc certaines informations qui seront vérifiées, et parmi lesquelles donc celles que nous verrons par la suite. Donc nous avons d'abord le type d'authentification et les informations d'identification, et puis maintenant nous avons comme autre paramètre qui sera vérifié l'ID de la zone. Nous avons également les hello
interval, hello interval et dead interval qui seront vérifiés. Il faudra que ça corresponde au niveau des deux paquets hello envoyés par les deux routeurs. Donc nous avons les routeurs ID qui doivent être uniques. Et puis nous devons s'assurer que les interfaces partagent un sous-réseau commun. Et puis OSPF utilise donc, comme nous avions dit, l'adresse IP principale de l'interface lors de l'envoi des paquets hello. Nous devons savoir également qu'une exception est faite pour les interfaces point à point et les interfaces non numérotées. Donc ça c'est cette correspondance de masque réseau ne concerne que les interfaces broadcast. Donc le masque réseau doit correspondre uniquement pour les réseaux de diffusion, dont les réseaux broadcast. Donc cette exigence n'est pas considérée pour les réseaux point à point. Donc une fois que ces paramètres sont vérifiés et que ils correspondent, nous passons donc à la quatrième étape. Bon, avant de passer à la quatrième étape, un autre paramètre qui doit correspondre, c'est le MTU, la taille des MTU. OSPF ne supportant pas la fragmentation des paquets, donc il faut s'assurer que les tailles des MTU soient les mêmes pour les deux paquets hello qui sont envoyés. Donc les agences peuvent se former avec la commande AOS IP OSPF MTU ignore. Donc si nous exécutons cette commande-ci là, nous demandons au routeur d'ignorer la vérification du paquet des MTU des paquets. Mais cette commande n'est pas sans conséquence. Elle peut créer des problèmes de fonctionnalité ou de fonctionnement par la suite. Donc, mais il faut toujours se rassurer que les différents paquets hello ont le même MTU. Alors, il faut également, nous avons besoin également d'un routeur désigné dans le segment. Bon, ça c'est juste une exigence lorsque nous avons un domaine broadcast, donc un domaine de diffusion. Donc les indicateurs de type zone doivent également correspondre, comme nous l'avions dit tantôt. Donc les indicateurs de type zone doivent également correspondre. Donc lorsque nous avons vérifié donc tous ces éléments là et qu'ils correspondent, R1 et R2 vont donc décider de quel routeur sera le maître et contrôler ainsi le processus de synchronisation des bases de données. Donc cela va donc à l'élection du designated router ou du backup designated router. Donc ça, nous allons voir comment l'élection se passe par la suite. Bon, mais rappelons que par défaut, le routeur avec le router ID le plus élevé est élu designated router et c'est lui qui va contrôler donc ou alors coordonner donc les échanges d'informations de routage dans le segment, si c'est un segment broadcast ou bien de diffusion. Alors, une fois que cette élection a lieu, nous passons à la cinquième étape. À la cinquième étape, donc R1 et R2 échangent dans les paquets, dans les description, database description, dans les paquets de description de la base de données, qui sont donc en fait les échanges des informations de routage du réseau. Donc, chaque link state advertisement va être envoyé dans les paquets database description un par un. Donc, link state advertisement par link state advertisement. Donc, un paquet database description est unicast et peut contenir plusieurs entêtes, dont link state advertisement dans le paquet. Oui, donc ça peut contenir un ou plusieurs entêtes link state advertisement dans le paquet. Et le routeur de réception donc envoie un accusé de réception et un paquet database description de suivi pour pouvoir acquitter donc la réception du link state advertisement database, comme nous l'avions dit tantôt. Donc ce processus se poursuit jusqu'à ce que les entêtes link state database soient synchronisées. Donc lorsque à la fin toute la topologie, dont la topologie complète est connue par chaque routeur, c'est à ce moment-là que ces échanges de paquets vont s'arrêter. Donc là, nous avons un exemple d'échange de paquets. Donc sur ce diagramme-ci là, donc nous avons le type de paquet, un data description
database description. Et puis là, nous avons donc le contenu de ces paquets-là. Alors, une fois que cet échange de paquets est terminé, donc, une fois que R1 et R2 ont une copie complète des entêtes link state database, tous les link state advertisements spécifiques manquants dont référencés dans les entêtes sont demandés à l'autre routeur à l'aide des paquets link state request unicast que nous avons vu au début là. Donc les link state requests donc sont envoyés pour pouvoir compléter les informations sur la topologie du réseau. Donc par la suite, à l'étape 7, donc les link state advertisements manquants donc, sont fournis à la demande des link state requests via donc des paquets link state update, donc unicast, dans les paquets unicast link state update qui vont donc compléter les informations sur la topologie manquante. Donc là nous avons par exemple les informations complémentaires qui sont donc envoyées. Et par la suite donc à l'étape 8, une fois que les deux routeurs ont complètement chargé leur link state database avec les entêtes et les link state advertisements, les deux link state database donc sont synchronisés et les routeurs passent donc à l'état full. L'état full, donc ça veut dire que OSPF a déjà échangé les tables, en fait les informations de routage et que ces informations de routage sont même déjà contenues dans la table de routage. Donc a déjà chargé les informations de routage, autant pour moi. Donc là les informations de routage sont déjà chargées. Il n'y a pas encore ces informations dans la table de routage. C'est donc lorsque ces informations sont chargées, donc lorsque les link state database sont déjà synchronisés à l'étape 9, donc qui est la dernière étape, chaque routeur va donc exécuter l'algorithme de Dijkstra shortest path first qui va donc déterminer les chemins optimaux vers chaque destination. Et c'est donc dès lors que les chemins optimaux vers chaque destination sont établis que les différentes routes sont introduites donc dans la table de routage. Donc les différents chemins optimaux donc seront introduits dans la table de routage. Donc chaque routeur va construire donc une arborescence shortest path first à l'aide de link state database qu'il a dans sa base de données. Voilà donc les étapes de formation d'une adjacence OSPF. Nous pouvons donc les résumer sur un diagramme avec les différents états pour chaque étape. Donc nous avons donc au départ l'état down, ensuite nous avons l'état init qui consiste donc à envoyer le paquet, un routeur qui envoie dans le paquet hello à l'autre. Ensuite l'état two-way, lorsque le deuxième routeur répond, en fait pas répond, envoie également un paquet hello. Là nous avons dans l'état two-way. Et puis maintenant nous avons l'état dans exchange start. Donc exchange start, c'est pendant cette étape là les échanges de paquets les descriptions de base de données commencent. Et puis voilà, là c'est exchange, donc les échanges de paquets, les échanges de paquets de description dans le link state advertisement. Voilà, une fois que ces paquets database description sont en fait ont fini d'être échangés, le reste d'informations manquantes est demandé donc à travers les paquets link state request et puis les réponses sont envoyées par les paquets link state update. Et ça c'est la phase donc load. Nous avons la phase load. Et puis lorsque toute la base de données complète, lorsque la topologie complète du réseau est chargée dans chaque routeur et que tous les routeurs sont déjà synchronisés sur la topologie complète du réseau, nous avons dans l'état full. Donc ça voudrait dire quoi? Lorsque vous activez votre interface OSPF, le premier état que vous verrez, c'est l'état dans l'interface à l'état down, et puis ces différents états vont donc se défiler jusqu'à ce que vous obtiendrez à la fin l'état full.
Donc, si vous n'avez pas à la fin l'état full, ça veut dire que votre adjacence ne fonctionne pas, n'a pas encore été établi. Alors, donc, autre chose qu'il faut savoir dans cette partie de formation d'une adjacence, c'est que nous avons vu tantôt au départ que toutes les interfaces où OSPF est activé envoient les paquets Hello et reçoivent les paquets Hello. Alors, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que une interface qui n'est pas connectée à un routeur et donc qui n'est pas susceptible de former une adjacence OSPF va également recevoir les paquets Hello. Et ce qui est absurde, il faut donc empêcher cela. Et pour empêcher cela, on utilise donc la notion de interface passive. Donc, en mettant donc une interface en mode passive, elle ne va pas former une adjacence OSPF avec son voisin. Donc, elle ne va pas envoyer les paquets Hello à son voisin. Donc, la formation d'adjacence ne pourra pas être effective. Donc, il y a également le processus de designated router, backup designated router, qui distribue donc les links advertisement de la manière suivante. Pour un segment broadcast, donc un segment de diffusion, par exemple, si vous avez des routeurs qui sont interconnectés à travers un switch ou à travers même un réseau, une interface Ethernet, face Ethernet et console, tous les, si vous avez donc pour ce cas de figure, tous les routeurs donc vont établir une adjacence entre eux. Donc tous les routeurs ainsi que les designated routers et backup designated routers, ils vont établir une adjacence entre eux. Donc tous les routeurs OSPF donc sur un segment forment une adjacence OSPF complète avec le designated router et le backup designated router. Voilà. Donc tous, donc ça veut dire que R1 va former une adjacence avec celui qui sera choisi comme designated router. Si par exemple c'est R4 qui est le designated router et que c'est R3 qui est le backup designated router, alors R1 et R2 vont former une adjacence uniquement avec R4 et R3. Donc R1 et R2 ne vont pas former d'adjacence, ils vont former l'adjacence avec le designated router et le backup designated router. Mais le designated router et le backup designated router vont former les adjacents avec tous les autres. Donc R4 va former l'adjacence avec R3, R2, R1. R3 va former également l'adjacence avec R4, R2, R1. Mais R1 ne va pas former l'adjacence avec R2, mais seulement avec R4 et R3. Pareil avec R2. Donc une fois que ces adjacences sont effectives, à l'étape 2, lorsqu'un routeur OSPF apprend une nouvelle route, il va envoyer dans le link state advertisement mis à jour à l'adresse all designated router, donc l'adresse multicast des designated router. Ça veut dire que lorsqu'il y a une mise à jour à effectuer, les routeurs vont envoyer ces mises à jour au designated router et au backup designated router qui répondent donc à l'adresse multicast 224.0.0.6. Voilà, donc seul le designated router et le backup designated router vont donc recevoir et traiter ces paquets-là. Donc quand ils vont recevoir, bien sûr, ils vont donc envoyer également aux autres routeurs. Ils vont envoyer aux autres routeurs. Donc le designated router envoie alors le link state advertisement à tous les routeurs sur le segment via l'adresse tous les routeurs OSPF 224.0.0.5. Vous voyez donc la différence d'utilisation des deux groupes multicast. Donc le groupe multicast 224.0.0.5, c'est pour tous les routeurs OSPF du segment, alors que le groupe multicast de 224.0.0.6 est uniquement lorsqu'on veut, en fait, ceux qui utilisent ce groupe-là, ce n'est que les deux, donc, le designated router et le backup designated router. Donc, si on veut envoyer des informations à ces deux-là, on doit s'adresser à eux en utilisant comme adresse de destination 224.0.0.6. Voilà. Donc, voilà en quelque sorte donc la différence entre ces
la différence entre ces deux adresses multicast. Et ceci met donc un terme à la partie formation d'une adjacence OSPF.